Et je vais faire une présentation pour revenir à la réalité des faits, à la réalité scientifique, objective, en m'appuyant sur les... Alors moi j'ai été biberonné à l'étude des sciences sociales, j'ai fait des études là-dedans. François Héran a publié un bouquin qui s'appelle « Avec les migrations ». Et il explique, je n'ai pas à être pour ou contre, j'ai à faire mon travail de chercheur, un travail honnête pour dire quelle est la réalité des faits. Et tout ce que les chercheurs constatent, et je m'arrêterai là, les chercheurs les plus compétents constatent qu'il y a un décalage, on appelle ça le policy gap, entre la réalité des faits et la manière dont ces faits sont perçus et sont traduits par l'opinion publique et par les chercheurs, par les hommes politiques. Donc vous parlez de faits concernant l'immigration, alors concrètement, quels faits? Alors, par exemple, déclaration, on est la champion des droits d'asile. Et j'explique que la France est au 16e rang en Europe, si on tient compte du nombre d'habitants. Donc vous déconstruisez... Je déconstruis les idées reçues, les fantasmes, les fake news. De d'où qu'elles viennent? Alors, c'est Madame Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, oui, voilà. en carte LR, qui déclare « Nous sommes les champions du droit d'asile ». Castaner va dans le même sens. Et quand on regarde par tête d'habitant, on est au 16e rang. Voilà un exemple. Vous déconstruisez le slogan politique. Oui. Je déconstruis les idées reçues qui sur les sont chiffres véhiculées. réels. On revient à la réalité des chiffres, à la réalité objective des chiffres. En citant le nom des personnes citant, qui les ont voilà. dit, les articles de loi et tout le reste. Bruno Retailleau, Éric Zemmour nous dit qu'il y a 400 000 titres de séjour qui sont décernés chaque année. C'est le double de la réalité. Et je m'appuie sur les chiffres. La France ne peut pas accueillir la misère du monde. On n'accueille pas la misère du monde. Et la France doit faire sa part. On ne fait pas sa part. Si on regarde effectivement la part qu'on représente en population et sur le plan économique, on est loin de faire sa part. C'est pas anodin, c'est pas un hasard si on trafique les chiffres. Parce qu'on crée des peurs, on criminalise la question migratoire. Et on arrive effectivement à ce que les gens ont peur. Ce n'est pas que en Haute-Loire, mais c'est pratiqué aussi ici, c'est les délais absolument insupportables d'analyse des dossiers. Par exemple, une personne qui pose une demande de titre de renouvellement, c'est-à-dire qu'elle a déjà été validée quelque part en juin 22, en février 23, elle a eu que des récépissés transitoires de 6 mois, et maintenant on lui dit vous allez avoir votre carte, mais sa carte qu'on va lui donner dans la main en mars 23 est valable jusqu'en juin 23. Chaque titre de séjour coûte 225 € à ces personnes. Donc il va falloir refaire une demande de renouvellement pour une carte qu'on a eue dans les mains depuis à peine 2 mois. Donc les délais, alors moi je vous cite un exemple comme ça, il y en a plein. Pour les jeunes, c'est pareil. Des jeunes qui ont eu 18 ans, qui suivant le droit du CCDA, c'est-à-dire de la loi du droit d'asile, encore en cours, on verra la prochaine, mais celle qui est toujours valide, normalement, un jeune de 18 ans arrivé avant 13 ans devrait déjà avoir son titre de séjour. Aujourd'hui, ils ont déposé leur demande, pour certains, on est à 11 mois et toujours pas de réponse. Donc, les délais, c'est 2 exemples concrets des délais, mais c'est dans tous les départements. La prochaine, elle a déjà en place dématérialisation. Ouais. L'ordinateur ne discute pas. On coche, ça ne ralentit pas les délais et ça ne crée aucune humanité, si vous voulez. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Ce qu'il faut entendre, c'est qu'un récépissé, la préfecture, les préfectures, parce que ce n'est pas propre au 43, mais un récépissé dans la vie courante et dans la recherche de travail, c'est une horreur. Ouais. Ça ne permet pas de parce que les employeurs, c'est compliqué pour eux de recruter quelqu'un. Ils ne se forcent pas, je veux dire, de recruter quelqu'un pour 3 mois ou 6 mois dont on ne sait pas quelle sera la suite. Donc ça crée, c'est une série de handicaps. C'est une série de handicaps. Sans compter qu'ils ne peuvent pas passer le permis de conduire, ouais. La CAF le dénie le droit aux aides sociales, bien qu'ils y aient droit, c'est toujours une bagarre. Il y a toute une série de droits auxquels ils ne peuvent pas accéder s'ils n'ont pas la carte de séjour. Pour les mineurs isolés, on dénie la présomption d'innocence, on les soumet à des tests osseux qui ne sont pas validés par les communautés scientifiques et le défenseur des droits. Au lieu d'avancer vers du mieux pour la situation des personnes migrantes, on va vers on fait de la marche arrière.
et qu'on met des familles aussi en attente des années dans le circuit de non-droit au travail, puisqu'il y a des familles, on a plein de familles qui sont au puits hébergées par le 115, qui ont des promesses d'embauche, qui demandent qu'une chose, c'est s'insérer, qui ont déjà un tissu social, un tissu relationnel, des enfants scolarisés, des enfants qui sont parfois en BTS, et qui n'arrivent pas à avoir de titre de séjour parce qu'on leur refuse le droit au travail. Donc il y a vraiment un blocage énorme, alors qu'on est en train de se plaindre par ailleurs que le 115 est surchargé. Et ces familles ne demandent qu'une chose, c'est d'assumer la vie de leurs enfants, la vie de leurs proches, avec un travail. Elles ont ce travail sous la main et on le refuse. Donc on voit que ça augmente de plus en plus le nombre de familles sans droit au travail et le nombre de jeunes qui sont aussi, à qui on coupe l'apprentissage en leur disant « Ah ben non, maintenant vous n'avez plus le droit d'aller travailler parce que vos papiers sont faux. » Alors qu'ils ont travaillé en apprentissage pendant des mois ou des années et qu'ils avaient une promesse d'embauche et un CDI signé par le patron à la suite de l'apprentissage. Tous les apprentissages ou les empêchements de travailler sont pour des gens qui rentrent bien dans les métiers dits en tension. Donc il y a une espèce de... Je ne sais pas ce qui va se passer. On nous parle beaucoup des métiers en tension, mais quand on a des jeunes qui font des apprentissages et qui sont prêts à le faire, à travailler là-dedans, on leur donne une OQTF. Donc il faudra bien qu'à un moment on nous explique comment on travaille sur cette contradiction phénoménale et comment la future loi entend. C'est vrai que sur la notion d'OQTF, qui est beaucoup utilisée au plan national, il y aurait beaucoup à dire et à creuser, parce que personne ne dit aujourd'hui, on annonce comme un fait irréfutable qu'une OQTF est normale, légale, équitable, justifiée. Voilà. Or, quand on creuse un peu, à aucun moment on ne sait vraiment sur quel fondement sont attribuées ces OQTF. Enfin, nous, on les voit, on ne va pas donner d'exemple personnel, c'est trop compliqué pour les familles, mais il y a quand même des choses. Aujourd'hui, le discours ambiant, c'est par définition, les OQTF sont donnés à des gens qui sont susceptibles de malfaisance ou de terrorisme ou de je ne sais quoi. Nous, dans les familles qu'on côtoie, désolé, ça ne rentrait pas dans les cadres. Ce qui est scandaleux, c'est de séparer, dans les OQTF, de séparer les familles. Renvoyer le père et garder la mère et les enfants, c'est scandaleux. Si l'OQTF est justifiée, elle devrait être justifiée pour toute la famille et pas seulement pour le père, quand on sait qu'on va absolument mettre toute la famille dans une situation de précarité et de difficulté psychologique extrême. Et moi, j'aimerais bien insister là-dessus. Il n'y a aucune prise en charge psychologique qui n'est proposée à des gens qui arrivent extrêmement terrorisés, extrêmement traumatisés. Il n'y a aucune prise en charge. Et après, on nous dit, oui, mais ces gens, vous voyez bien, ils ont besoin de soins. Oui, mais bien sûr, ils ont besoin de soins parce qu'on n'a pas pris. Dans n'importe quel cas, en France, vous avez un accident de car, on vous met une cellule psychologique en place, où il y a 2 pingouins qui vont aller parce que les autres ils trouvent qu'ils n'en ont pas besoin. Et là, pour des gens où c'est très justifié, on ne fait pas de prévention. Et je trouve ça, c'est pas normal. C'est pas normal, on laisse ces gens dans une situation qui fait qu'on augmente leur détresse au lieu de l'adoucir. Et la notion de protection est totalement galvaudée. Il n'y a aucune protection. Je pense qu'il faut aussi arrêter de penser que les migrants viennent pour ceci ou cela. Ils fuient quelque chose. Ils ne viennent pas pour. Je crois qu'il faut quand même l'entendre, ça. Ils fuient une situation culturelle, sociale, économique, de guerre, politique, ce que vous voulez. Mais c'est d'abord la fuite de quelque chose. C'est pas, oula, je pars parce que là-bas c'est mieux. C'est pas aussi simple que ça. Et tous les parcours qu'on a pu écouter, entendre, sont toujours sur des... Voilà. Et pourquoi acceptent-ils de vivre ces années d'inexistence, de négation, si c'était plus facile de repartir chez eux? Il faut quand même qu'on s'interroge pourquoi les retours sont presque inenvisageables quand on leur en parle. Qu'est-ce qui derrière, quelle souffrance, quelle douleur, quel choc pour faire qu'on ne repart pas? C'est une vraie question. Et peut-être que c'est aussi à partir de ce regard-là qu'il faut qu'on reconsidère
ces lois d'accueil. Et pour pouvoir s'intégrer, pour les familles, c'est impossible tant qu'on ne leur donne pas le droit de le faire. Tant qu'ils n'ont pas le droit au travail, le droit au séjour, ils ne peuvent pas. On ne peut s'intégrer que par le travail. Nos jeunes que nous suivons depuis de longues années ont tous, quand ils n'ont pas été mis dehors avec une OQTF, ont tous un travail, ils ont fait des études, certains, comme on vous l'a dit, brillantes, mais même si ce n'est pas le cas, ils ont tous un travail, ils ne sont pas à la charge de la société. Au contraire, ils contribuent, puisqu'ils payent les charges sociales, comme tout le monde sur leur salaire, ils contribuent à la consommation, à la vie normale. Et pour ceux qui ont obtenu la nationalité française, eh bien, ils vont voter, ils font les choses normalement. Au niveau de l'intégration, à partir du moment où vous permettez à des gens de faire des études et de travailler, il n'y a aucun problème. Ils ne sont à la charge de personne. Alors, déjà, nous, parce que depuis 2 mois, on ne parle que de ça, dans le pays de la réforme des retraites, et bien la loi Darmanin, c'est comme le projet de loi pour les retraites à la FSU, on n'en veut pas. Le ministre a tenu des propos qui sont, à notre avis, honteux sur les sans-papiers, en disant qu'il voulait leur rendre la vie impossible. Alors, c'est des gens qui ont déjà une vie impossible, c'est absolument indigne, c'est un déni d'humanité. Les sans-papiers, par centaines en France, ce sont des gens qui travaillent, donc qui cotisent pour vous, pour eux, enfin je veux dire pour l'ensemble du pays, les caisses de retraite, de solidarité, la solidarité nationale qu'on connaît dans notre système social, qu'ils ont droit quand même au respect et pas à ce mépris et ces injures permanentes. Et puis ce sont aussi des gens qui, au-delà de ça, construisent leur vie, qui font des enfants, qui les élèvent, et ces enfants, eh bien notre pays en a besoin. Et donc moi je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette question des enfants de migrants et de leur place dans le système scolaire. Tout comme un syndicat ne fait absolument aucune distinction entre les travailleurs, eh bien nous enseignants, en fait, dans l'école de la République, on fait absolument aucune différence entre des élèves étrangers et des élèves français. Ils doivent tous être accueillis dans l'école de la République. Et c'est vrai que ce sont des élèves qui ont des besoins particuliers, comme il y a d'autres types d'élèves, par exemple porteurs de handicap, qui ont des besoins particuliers, mais ça ne fait pas d'eux des élèves anormaux. Ce sont des élèves qui doivent être accueillis en classe ordinaire, mais avec des dispositifs qui vont les aider ils rencontrent une difficulté souvent quand ils arrivent. C'est le problème déjà de la maîtrise de la langue française et puis des lacunes qu'ils peuvent avoir dans leur parcours de vie par rapport à la scolarisation antérieure. Mais une fois passé, je dirais, cet écueil, et si on met les moyens nécessaires, ce sont des élèves, et ça a été dit, qui sont parfaitement capables de réussir. Donc moi, quand j'entends la dame qui est à côté de moi dire qu'un élève qui vient de réussir un CAP, c'est un examen qui est exigeant, qui est difficile, qui reçoit le même jour une OQTF, je me dis, non seulement c'est terrible évidemment pour le jeune en question, mais pour les enseignants, comment est-ce qu'on accueille nous cette nouvelle? En fait, c'est un mépris de tout le travail qu'on a fourni avec ces élèves-là. Notre histoire est faite d'élèves issus de l'immigration qui ont réussi dans tous les domaines de la vie intellectuelle, politique, technique, des ingénieurs, des manuels qui ont réussi, qui ont construit le pays, son économie. On a une famille, par exemple, dont les filles ont fait des études brillantes et sont en voie de nationalisation. Une a déjà son titre de nationalité française, la seconde, ça ne devrait pas traîner, et les parents sont toujours sans titre de séjour. Nous, intellectuellement, ce grand écart est absolument sidérant. Mais oui. Voilà, sidérant. Parce que si elles sont arrivées là, c'est sans doute parce que les parents ont été très accompagnants, malgré les difficultés de la vie.